Bonjour à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. On va parler des tensions au Proche-Orient, de l'implication russe en Syrie et des attentats en Turquie. Mais voici tout d'abord, comme chaque semaine, en quelques secondes, le bilan de 7 jours d'actualité. La situation sécuritaire en Israël et en Cisjordanie s'est fortement dégradée avec une multiplication des attentats et des affrontements entre forces de l'ordre et émeutiers palestiniens. Plusieurs civils israéliens et palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres blessés. Un double attentat a frappé la capitale turque où des milliers de personnes s'étaient rassemblées à l'appel de plusieurs syndicats d'ONG et partis de gauche pour dénoncer la reprise du conflit entre Ankara et les rebelles kurdes. Bilan, une centaine de morts et 250 blessés. Le prix Nobel de la paix a été attribué au quartet du dialogue national tunisien, une façon de récompenser la transition démocratique mise en place en Tunisie dès 2013, notamment grâce à une conciliation avec le parti islamiste au pouvoir. Par l'intermédiaire de son porte-parole, le président américain Barack Obama a présenté ses excuses à Médecins sans frontières après le bombardement d'un hôpital de l'ONG Médecins sans frontières à Kunduz en Afghanistan qui avait fait 22 morts. La violence au Proche-Orient est de retour. On a du mal à compter le nombre d'attentats et de victimes. Amir Khatib, bonjour. Vous êtes journaliste palestinien vivant et travaillant en Israël. Daniel Sheikh, bonjour. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France. Vous êtes avec nous presque toutes les semaines. Amir, je voudrais vous poser une question concernant les villes qu'on appelle mixtes en Israël, c'est-à-dire judéo-arabes, et qui étaient jusqu'à présent un symbole de paix, comme Jaffa, Haïfa, Nazareth, où juifs et arabes vivent en paix au quotidien. Vous venez de ces villes, vous les connaissez très bien. Et du jour au lendemain, tout a basculé. Comment, du jour au lendemain, tout peut basculer dans ce genre de ville? Il me semble que Tel Aviv est elle aussi symbole de paix, n'est-ce pas? Alors que se passe-t-il à Tel Aviv? Si quelque chose se passe dans les rues de Tel Aviv à quelqu'un de juif, ou à Manhattan, ou en Europe, ou disons à Jérusalem, que se passe-t-il? Les gens ne manifestent-ils pas? Ne descendent-ils pas dans la rue contre ça? C'est exactement ce qui se passe. Ce n'est pas exactement un symbole de paix parce que nous ne parlons pas d'une vraie coexistence. La question est ici rhétorique. Puis-je vraiment parler de coexistence réelle si je continue de classifier les gens en sous-catégories? Puis-je vraiment parler de coexistence quand le gouvernement d'Israël, de façon continue, déconnecte la société arabo-palestinienne de son identité? Ça ne changera pas. Donc ce n'est pas une vraie coexistence que l'on voit à Nazareth, ou à Haïfa, ou à Jaffa, ou à Tel Aviv. D'après vous, c'est ça qui explique que du jour au lendemain, tout s'est renversé. En fait, c'était une illusion, cet symbole de paix. Il y a du racisme à l'encontre de la société arabo-palestinienne. Tout simplement, ce qui se passe, c'est que l'arabe palestinien qui vit ici ressent la même sensation, se sent menacé. Il ressent la même chose que ceux qui vivent en Cisjordanie et à Gaza, donc il s'identifie, il se sent dans la même situation. N'oubliez pas, Julien, qu'il s'agit d'un seul peuple. On ne peut pas diviser la société arabe de celle qui vit en Cisjordanie ou à Gaza. Daniel, vous êtes d'accord avec ce que dit Amir, notamment sur le fait qu'il n'y a pas de distinction entre les Arabes israéliens et les Palestiniens? La distinction, elle est personnelle, elle est subjective. Je ne sais pas si Amir Khatib ressent une distinction et ce n'est pas à moi de le lui dicter. Mais j'aimerais dire 2-3 choses sur le sujet. La première, c'est qu'il ne faut pas non plus romantiser trop la coexistence dans les villes mixtes. Mais sur un ton plus positif, je pense que la preuve que même quand il y a des moments de passion où les sentiments un peu plus négatifs remontent à la surface, s'ils existent ces moments-là, cela retombe toujours et je crois que de manière générale, ce sont des villes qui font preuve de plus de rationalité et de volonté de vivre ensemble que d'autres choses. Il y a une question aux diplomates. Un mot sur le racisme. Je pense qu'il est naïf de penser qu'il n'y a pas de racisme en Israël contre les Arabes, comme il est naïf de dire que dans la population arabe, il n'existe pas de racisme contre des Juifs, des Noirs, des Chinois ou d'autres. C'est un sentiment malheureusement très humain et il est mondialement généralisé. Moi, je fais partie de la majorité dans ce pays et je suis de ceux qui pensent que
l'obligation première de la majorité, c'est de veiller aux droits et au bien-être de la minorité. Et je pense que le gouvernement israélien et la majorité juive en Israël ont encore du chemin à faire. Je ne pense pas, comme peut-être c'est le cas ou le sentiment de M. Khatib, qu'il n'y a que de la mauvaise volonté du côté israélien. Moi, je connais beaucoup de gens, y compris dans les divers gouvernements qui ont régné en Israël, qui ont cherché à fermer le fossé qui existe en effet entre la population juive et la population non juive. Alors, Daniel, une question aux diplomates que vous êtes. Qui porte la responsabilité de l'actuelle violence? Israël accuse par exemple le mouvement islamique israélien qui diffuse des oreilles et des mensonges sur un plan israélien de vouloir s'emparer de la mosquée Al-Aqsa. Il n'y a pas d'exclusivité malheureusement sur la responsabilité. Je pense que tout le monde est responsable un peu. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas la responsabilité, mais le fait que ceux qui gouvernent, les organisations qui gouvernent de part et d'autre n'ont pas forcément le contrôle des événements. Le problème dans notre région, c'est que les choses, on perd contrôle très très facilement. Et du jour au lendemain, on retrouve les dirigeants entraînés par la rue plutôt que montrant le chemin. J'espère encore que la raison va primer et que les passions qui ont remonté pendant les fêtes autour de du monde du Temple vont se calmer et qu'on va retourner à une voie un peu plus raisonnable. Amir, est-ce que vous avez des attentes de la part des pays arabes voisins? Peut-être peuvent-ils apporter une solution? Tout d'abord, avant de répondre à cette question, Julien, je dirais 2 mots à propos de ce qui a été dit. Il me semble que c'est faire erreur que de donner une légitimité au racisme ici en Israël, comme tout racisme dans le monde, en Europe ou aux États-Unis. Parce que c'est devenu non plus « ok, il y a du racisme, mais on veut vivre ensemble ». On est arrivé à une situation qui force les citoyens arabes palestiniens en Israël à s'acclimater à la majorité, qui est une majorité juive et israélienne. Pour répondre à votre question, je ne pense pas que qui que ce soit dans la société arabo-palestinienne en Israël ait une quelconque attente des pays arabes. Tout ce que j'ai pu lire jusqu'à aujourd'hui dans la presse arabe ici en Israël et dans le monde arabe, c'est que l'on dit que tout ce qui se passe est coordonné entre la Jordanie et Israël et même entre l'autorité palestinienne et Israël. Alors Daniel, pour conclure ce plan diplomatique, on comprend que selon Amir, il n'y a aucune attente à avoir des pays arabes, peut-être de la part du Quartet international, de la part de John Kerry des États-Unis qui ont fait part de leur inquiétude. Peut-être d'abord vous voulez réagir à ce que vient de dire Amir. Non, je crois que j'ai été mal compris. Je ne légitime aucunement le racisme, mais je pense qu'il est un peu facile de dire que le racisme n'existe que du côté juif en Israël. C'est un phénomène triste, malheureux, mais qui existe un peu partout. Et je connais pas mal de racisme aussi dans les discours de certains représentants de la population arabe israélienne. Alors, pour terminer sur le côté diplomatique. Je reviens sur le côté diplomatique. Moi, je pense que pour calmer la situation maintenant, c'est entre nos mains. Je pense que c'est nous qui devons, nous les Israéliens et les Palestiniens, les Juifs et les Arabes, nous avons encore l'occasion de calmer les choses. Par contre, je pense que pour avancer et essayer d'éviter le prochain round de violence par une négociation, ce serait utile d'avoir la participation, pas la direction, mais la participation de la communauté internationale. Merci beaucoup, Amir Khatib, merci beaucoup, Daniel Sheikh, d'avoir répondu à nos questions. La Russie est officiellement entrée en action en Syrie en procédant à des bombardements, mais une polémique persiste quant aux réelles intentions de Moscou, qui est accusé par certains de soutenir l'opposition islamiste contre Bachar el-Assad afin de le maintenir au pouvoir. Avec nous pour en parler, Philippe Migaud, directeur de recherche à l'IRIS. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous avez récemment affirmé que la Russie est intervenue pour sauver la Syrie utile. C'est quoi la Syrie utile ? La Syrie utile, c'est la Syrie du littoral, la Syrie qui grosso modo va de Latakia et de la frontière turque, grosso modo jusqu'à Damas. C'est la Syrie la plus précieuse du point de vue économique. C'est aussi la Syrie où se concentre la communauté alaouite, qui est celle de Bachar el-Assad et celle sur laquelle il peut organiser sa résistance. Et combien de temps l'armée russe compte-t-elle s'engager en Syrie ? Écoutez, Pouchkov, donc le président de la commission des affaires étrangères de la Douma, a parlé de 3 à 4 mois de frappe.
Ça peut être 3 à 4 mois, ça peut être plus long. Je pense que nous n'avons pas encore d'indication claire sur la durée de cette intervention. Concernant la polémique, est-ce que vous confirmez que Moscou intervient contre les opposants laïcs au régime? Je ne connais pas d'opposants laïcs à Bachar el-Assad. Ça veut dire qu'il n'y a que des opposants islamistes à Bachar el-Assad? Écoutez, en France, d'après ce que l'on sait, des opposants qu'il y a dans le camp adverse, les opposants à Bachar el-Assad sont tous islamistes à des degrés différents. Que ce soit l'État islamique, que ce soit Al-Nosra, qui est inféodé à Al-Qaïda, ou même les gens de l'armée syrienne libre, qui ont des rapports fréquemment étroits avec les islamistes. Grosso modo, je ne connais aucune opposition laïque en Syrie. Mais alors, d'où vient cette polémique ? Je pense que la polémique vient tout simplement du fait qu'on considère que certaines factions islamistes peuvent tenir lieu d'alliés de circonstance vis-à-vis des États-Unis et vis-à-vis des Occidentaux, et que la Russie n'a pas cette interprétation-là, et qu'elle considère qu'entre Al-Qaïda et l'État islamique, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, alors que nous faisons un distinguo qui n'a peut-être pas lieu d'être. La France également est entrée en action en Syrie avec des frappes. Qu'est-ce qui différencie l'opération française de l'opération russe en Syrie ? Ce qui différencie les opérations françaises des opérations russes, c'est que d'abord leur rythme, l'intensité des opérations. Les Russes frappent beaucoup plus que nous, de manière beaucoup plus intensive, sur un laps de temps beaucoup plus court. Et alors que les opérations françaises se concentrent exclusivement sur l'État islamique, les Russes ne frappent pas seulement l'État islamique, ils frappent aussi les autres factions qui combattent le pouvoir de Bachar el-Assad en Syrie. Est-ce qu'on peut dire finalement que Poutine, sur le dossier syrien, a gagné le bras de fer avec l'Occident, d'une part en empêchant des frappes contre Assad en 2013 et d'autre part en le maintenant au pouvoir jusqu'à aujourd'hui? Oui, tout à fait. Poutine a toujours un temps d'avance par rapport aux Occidentaux. Et très clairement, il a une bonne partie des clés du dossier syrien et ces clés manquent aux Occidentaux. Et oui, Poutine a un temps d'avance sur le dossier syrien. Et comment est-ce que vous expliquez ce temps d'avance de Poutine ? Tout simplement parce que Poutine mène une politique réaliste qui s'appuie sur une analyse lucide des rapports de force. Poutine n'est pas dans le dogme, Poutine ne considère pas lui qu'il fallait à tout prix faire partir Bachar el-Assad. Il ne considère pas depuis le début que ce soit une solution viable et qu'il vaut peut-être mieux un dictateur que le chaos, alors qu'en Occident, nous savons très bien, comme d'habitude, avec cette doctrine de l'ingérence et du droit d'ingérence que nous défendons depuis maintenant une vingtaine d'années, eh bien nous savons que nous avons tendance fréquemment à défendre des solutions qui ne sont pas viables et nous en payons le prix aujourd'hui. Une dernière question concernant Vladimir Poutine. Quels sont ses intérêts dans le dossier syrien? Les intérêts de Poutine, mais l'intérêt de Poutine, il est d'abord sécuritaire. Entre la Russie et la Syrie, il y a 800 km à vol d'oiseau. La Tchétchénie est à 800 km à vol d'oiseau de la Syrie. Et si demain vous avez une Syrie qui est livrée au chaos, comme l'est la Libye actuellement, on ne peut pas exclure que ce chaos gagne vers le nord, gagne vers le Caucase russe et ne relance les questions de sécurité et de terrorisme en Tchétchénie. Donc c'est avant tout une question de sauvegarde de la sécurité de la Russie. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Une centaine de personnes ont donc perdu la vie dans un double attentat à Ankara. Avec nous pour en parler, la journaliste Laura Wells qui est présente sur place. Bonjour, merci d'être avec nous. Thank you for having me. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé concrètement ? Un groupe de syndicats a organisé cette manifestation appelée la Marche du travail, de la démocratie et de la paix. Elle a aussi essayé d'attirer l'attention sur le sort du groupe séparatiste PKK, qui est une milice kurde contre l'armée turque. C'est quelque chose qui se poursuit depuis des décennies, mais ça s'est envenimé suite à un autre attentat qui visait un groupe de gauche dans le sud du pays le 20 juillet dernier. Mais il s'agit là de l'attentat le plus meurtrier sur le sol turc depuis le début de la République turque dans les années 20. C'est une journée noire pour tous les Turcs, c'est très choquant. Pas seulement que les Kurdes aient été visés, puisqu'il s'agit de la 3e attaque depuis juin, mais surtout le fait que cette attaque soit aussi massive. Et comment le gouvernement d'Ankara a réagi à ces attaques ? Tous ont fermement condamné cette attaque, à l'exception du ministre de la Forêt et de l'Eau qui a déclaré qu'il s'agissait de provocateurs dans une manifestation terroriste et qu'ils essayent de gagner la sympathie des gens pour obtenir plus de votes aux élections du 1er novembre. Mais tous les autres, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre, le Président, tous ont condamné l'attentat. Ils n'ont pas dit qui était derrière, mais ils ont condamné.
Laura, est-ce que cette tragédie peut avoir des conséquences sur les élections du 1er novembre en Turquie ? Eh bien, le PKK, le groupe armé kurde, a déclaré qu'ils allaient procéder à un cessez-le-feu unilatéral cette semaine en vue des élections du 1er novembre. Et cela parce que le gouvernement a tenté de fermer les urnes du sud-est du pays, qui est majoritairement kurde. La commission électorale a déclaré qu'il est impossible de les maintenir. Et ces zones sont sous couvre-feu et sont en état d'urgence, avec une lourde présence policière. Et on a assisté à des violences continues. Donc on ne sait pas encore si ce cessez-le-feu qui devait prendre effet dès aujourd'hui, après ces attaques, eh bien s'il va tenir ou non. Ils ont déclaré que ce serait conditionnel, ils n'attaqueront pas d'officiels turcs, sauf s'ils étaient eux-mêmes attaqués. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et c'était Le Monde de cette semaine, tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.